Bonjour et bienvenue sur On RH, l'émission proposée par Altea et le Lab RH sur l'actualité de l'innovation RH. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de protection des données. C'est la deuxième partie de l'émission qui s'intitule « Touche pas à mes data ». Deuxième partie de l'émission consacrée aux data, touche pas à mes data. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler d'éthique, d'intelligence artificielle, de données. Et avant de commencer les échanges avec nos invités, on vous avait transmis une enquête avec Alexandre que j'accueille. Tout à fait, David. Comment ça va, Alexandre? Ça va bien. Toujours écosystème builder au Lab RH? Toujours, j'ai pas changé depuis une semaine. Bon, parfait. Donc on avait lancé avec le Lab RH une grande enquête à l'échelle nationale sur GDPR. Oui. Et qui nous permet de voir où en sont les entreprises par rapport à la mise en conformité. De voir un peu l'état de l'art, effectivement. Et donc, vous êtes 60% finalement à n'a pas avoir commencé une mise en compliance, une mise en conformité de la RGPD. Et vous êtes 33% du coup à être prêt si jamais le RGPD était actif là maintenant. À savoir que du coup ce sera actif dans un mois, donc il y a encore du boulot. Et on vous avait posé exactement d'autres questions. Vous nous avez posé des questions également que vous retrouverez les réponses sur le groupe LinkedIn. Voulez-vous passer peut-être d'un DPO, d'un Data Protection Officer? Ouais. Quelles sont les raisons qui permettent de s'affranchir d'un DPO? Donc c'est une question qui a été posée. Est-ce souhaitable? Ou pas. Il y a une autre question sur quelles seront les pénalités sur les premières années et est-ce que les petites entreprises auront la même souplesse que celle du CAC 40? Une question auquel nous allons également apporter une réponse sur le groupe On RH de LinkedIn. Et enfin, comment vont s'en faire les contrôles? Autant de questions qui vous intéressent et dont on se fera fort d'apporter des réponses concrètes. Parce que nous sommes des gens concrets, Alexandre. Et donc, rejoignez-nous. La France veut des réponses. Allez, on va continuer avec nos invités. Jérôme Ranger, bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le cofondateur du label Adèle et le responsable, le directeur scientifique de ce label. On a évoqué dans la première partie de l'émission à quoi correspond ce label et vous êtes également chercheur à l'INSERM. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. C'est moi, merci. Et Jérémy Lamry qui est avec nous, CEO fondateur du Lab RH. Bonjour David. Bonjour, vous avez co-rédigé une charte qui s'appelle Charte éthique et numérique. La première question s'adresse à vous. Pourquoi avoir créé cette charte? Est-ce que finalement... la charte sort en même temps que le règlement européen. Est-ce que c'est pas une manière de dire vous n'avez pas été assez loin avec le règlement européen pour la protection des données? Voilà la petite louche en plus. Surtout pas, surtout pas. Je suis vraiment content du RGPD. Ça fait à peu près un an que je m'y intéresse. Sachant que les gens qui travaillent sur le RGPD, ils travaillent depuis près de 10 ans. Donc ouais. c'est un sujet que j'ai découvert finalement assez récemment, il y a une petite année. Et quand j'ai su que ça allait arriver, j'ai cherché à comprendre un peu les applications que ça pouvait avoir, notamment dans le milieu RH. Et là, je me suis rendu compte en fait que c'est tout un marché qui allait bouger. Ah oui, complètement. Parce que ça allait devoir régénérer de la confiance. Une nouvelle manière de générer de la confiance. On est dans une RH process aujourd'hui qui est en train de basculer dans une RH expérientielle. Autrement dit, on ne fait plus les choses parce qu'on en a besoin en RH, on fait les choses parce qu'elles apportent de la valeur aux collaborateurs. Oui. Et le fait d'apporter de la valeur aux collaborateurs génère des données qui peuvent être utilisées après dans les processus. Okay. Et ça, en fait, le RGPD va renforcer cette logique-là. Cette logique où la donnée sera générée à partir de l'utilisateur sur une base volontaire. Ouais. Donc là, c'est tout le sujet. Et quand on a vu ça, on s'est dit, en fait, c'est peut-être le moment de cadrer aussi les risques de dérive, notamment en matière de traitement des données, qui est un énorme sujet, et plus globalement d'essayer de créer, en fait, reprendre les principes de l'ethics by design pour créer un cercle vertueux dans le monde de la RH et permettre à tous les acteurs d'avoir un cadre qui ne soit pas seulement un cadre réglementaire, mais un cadre de bonnes pratiques de marché. Ouais. Alors, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, quels sont les usages de l'intelligence artificielle dans la RH, Jérémy? Oui, alors tout d'abord, je voudrais quand même toujours rappeler que l'intelligence artificielle, c'est un terme qui est extrêmement galvaudé. Ouais. Et comme je dis toujours, le marketing de l'intelligence artificielle est très en avance sur l'intelligence artificielle. Oui, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, alors que finalement, on n'est pas en train d'envoyer des gens sur la Lune, quoi. Oui, exactement. et finalement, à partir du moment où vous êtes sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, que vous tapez un mot, qu'on vous affiche des résultats,
rien que ça, c'est de l'intelligence artificielle. À partir du moment où on a un algorithme, c'est de l'intelligence artificielle. C'est un calcul opéré par la machine. Et donc l'intelligence artificielle telle qu'on l'envisage dans le fantasme collectif, dans la RH, c'est plutôt ce sujet du machine learning, de la machine auto-apprenante, qui va être capable d'être progressivement doué de conscience. Et là, pour le coup, on en est vraiment, vraiment, vraiment très loin. Aujourd'hui, on n'a pas réellement... Et là, je vais peut-être casser un certain nombre de Je vais peut-être casser un certain nombre de mythes et inviter aussi des personnes qui peuvent prouver le contraire à s'exprimer. On n'a pas d'exemple avéré d'une intelligence artificielle forte, en opposition à une intelligence artificielle faible. On n'a pas d'exemple avéré en RH d'une intelligence artificielle forte qui fonctionne. Mais on va s'y attendre, c'est pour ça que vous avez écrit cette Exactement, charte, exactement. Et il y a des opportunités fantastiques avec l'intelligence artificielle, il faut juste s'y préparer. Ouais. On s'y prépare comment Justement, c'est là où c'est un fantasme, finalement, le fantasme, et quand on ne sait pas trop où on va. Et quand on parle d'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle profonde qui fait peur. C'est-à-dire, c'est la machine auto-apprenante. Et c'est justement ça qu'il faut... On a la chance d'être en début d'une, ce que j'appelle une 4e révolution industrielle, donc qui impacte la société, qui va changer des dogmes et des paradigmes. Et on a la chance, et c'est pas fataliste de dire ça, parce qu'il faut avoir le constat, mais justement, après, il faut apporter les actions pour l'encadrer. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est au tout début de cette révolution numérique, et c'est pour ça qu'il faut apporter un cadre éthique, justement là-dessus, pour préserver les principes et les valeurs morales et humaines autour du numérique. C'est ça qui est vraiment essentiel pour la suite. Quand on parle d'intelligence artificielle profonde, moi, je pense que ça sera peut-être les prémices de ça qui vont vraiment, les applications qui vont se développer en RH ou même ailleurs. Ça sera peut-être dans une 20aine d'années et ça va se développer encore plus dans une 30aine, une 40aine d'années quand apparaîtra vraiment tout ce que l'informatique quantique finalement avec les ordinateurs qui seront une puissance phénoménal, ouais. Ah ouais, c'est ça qui va tout changer la donne et le champ des impossibles va devenir des champs des possibles. Je vous rejoins tout à fait. On dit qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'intelligence artificielle finalement qui va résoudre tous les problèmes et l'intelligence artificielle un peu à la Terminator qui va déshumaniser complètement. Je vous entends parler d'intelligence artificielle forte, intelligence artificielle faible. Ce fantasme, est-ce qu'il existe déjà pas un peu réellement pour certaines personnes? On pense à Fukuku Mutual Insurance en janvier 2017 qui a licencié 34 personnes et qui les a remplacées par l'intelligence artificielle qui est Watson. On a entendu également le PDG de Foxconn qui a annoncé 10 000 licenciements pour remplacer également par des robots. On entend également en RH dans le recrutement parler de Mathilda qui peut vous faire passer votre premier entretien et qui va déterminer vos micro-expressions. Donc on peut déjà remplacer finalement le premier entretien par une machine. Alors je ne dis pas que c'est souhaitable, en tout cas c'est réalisable. Est-ce qu'on est si loin que ça, justement, de ce fantasme-là? Alors, le sujet, c'est l'automatisation des tâches. On a dans l'ensemble des activités qu'on effectue au quotidien, des tâches que l'on fait qui sont plus ou moins complexes, autrement dit plus ou moins routinières. Les tâches routinières, c'est des tâches que l'on fait toujours de la même manière. Et à partir du moment où on l'a fait une fois, deux fois, on sait qu'on va la reproduire de la même manière ou de manière très très approchante. Ça va être par exemple le processus de préqualification d'un CV. Ça va être la foire aux questions des RH quand on s'intéresse à quel jour est versée la paye, toutes ces choses-là. Des tâches qui sont extrêmement routinières et finalement, une fois qu'on a compris le cadre de réponse à donner, on peut le remplacer par une machine puisqu'on peut donner ce cadre de réponse à la machine. La différence avec... Donc ça, c'est de l'IA faible. La différence avec l'IA forte, c'est que l'IA forte serait capable, instantanément, alors qu'elle n'a pas de modèle en tête, de comprendre le contexte, d'analyser la situation et de créer une solution sans avoir un prérequis de modèle de données derrière. Et ça, pour le coup, on n'y est pas du tout, parce qu'on n'est pas au jeu de Go ou au jeu d'échecs. On a tous en tête ces exemples d'intelligence artificielle qui battent les champions du monde respectifs, où on a un nombre de règles finies sur un plateau avec un nombre de cases finies. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas ça, elle est beaucoup plus complexe, et c'est tout le sujet aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en équation tous ces sujets-là. Alors, si je peux compléter tes propos... L'inquiétude, finalement, c'est pas dans l'intelligence artificielle faible, parce que c'est là où on est actuellement, c'est surtout les personnes qui la conçoivent et qui l'utilisent, où il faut s'inquiéter. Parce que quand on sera arrivé à l'intelligence artificielle profonde, là, oui, parce que là, la machine sera autonome. Et là, on peut se poser des vraies questions. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Et quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien comprendre que ça fait partie de toute une évolution, ce que j'appelle néo-darwinienne finalement. La troisième révolution industrielle
et la deuxième d'ailleurs, c'était l'automatisation de ce qu'on appelle l'école bleue, c'est-à-dire les ouvriers, la manutention, etc. Et maintenant, on est plus dans les cadres supérieurs, l'école blanc, c'est-à-dire les médecins, ça peut être les médecins, les notaires, les avocats, les juristes. Et c'est ça qui fait un peu peur généralement, parce que c'est même les métiers du conseil. Parce que là, on va robotiser et automatiser une certaine intellectualisation finalement de conseil, de consulting. Et c'est là où ça inquiète. Mais encore une fois, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on n'a rien inventé. Finalement, l'humanité reproduit les mêmes choses, mais sous différentes formes. On s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a des corps de métier qui vont être automatisés. Mais la déshumanisation, j'y crois pas trop finalement, parce qu'on voit que les missions de chaque métier sont toujours les mêmes. Pour un pilote d'avion, c'est vraiment de transporter un passager d'un point A à un point B, d'un médecin de soigner. Par contre, ces fonctions vont changer. C'est ça qui est important. Dans un vol, maintenant, il y a toute une partie qui est automatisée, finalement, d'un pilotage automatique. Un médecin, ça se trouve, dans quelques mois ou quelques années, un radiologue va devenir un super data manager. C'est ça qu'il faut voir. On est quand même sur des basculements de compétences, exactement, mais qui néanmoins ce sera l'évolution du métier. Mais c'est l'évolution du métier, et c'est pas pour autant que ça déshumanise. Ça laissera plus de temps. Ça peut être une aide à la décision, justement. Ça peut laisser plus de temps. Moi, je suis plus ancré dans la médecine par mon métier à la base, mais on le voit dans les métiers de conseil, dans la science ou la finance. Ça peut dégager plus de temps, justement, pour expliquer aussi la décision qui vient peut-être pas forcément du médecin, mais de la machine. Et on est plus dans une triangulation maintenant, médecin, patient, système d'information, ou RH avec son employé et système d'information, qu'une dualité. C'est juste un paradigme qui change et qu'il faut prendre en compte. Et du coup, est-ce que, vu qu'on n'en est pas encore à l'intelligence artificielle forte, il faut pondre maintenant, finalement, les freins ou les réglementations, que ce soit à travers les chartes de bonne pratique ou les labels, qui vont permettre de cadrer d'un point de vue éthique ces intelligences artificielles qui ne sont pas encore sur le marché ? Alors là, je rejoins ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire que les prémices de l'intelligence artificielle, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, se basent sur tout un tas de fondamentaux, et ces fondamentaux, en fait, se basent aussi sur tout un tas de croyances sociales, de préjugés. On reproduit des modèles où on essaye de modifier des modèles, mais avec des croyances derrière. Et le moment où la machine se fera son propre raisonnement, elle se le fera aussi par rapport à une éducation qu'elle a reçue. C'est un peu, vous mettez un enfant à l'école et vous lui apprenez des bases sur la manière dont fonctionne la démocratie, notre société, puis vous le laissez ensuite libre dans la société pour évoluer et faire ses propres choix. Ou vous mettez un enfant dans une école extrémiste religieuse, où vous lui apprenez tout un tas de concepts et de vérités sur le monde, et vous le lâchez dans le monde après. Et les deux deviennent autonomes, et les deux font leur propre choix. Simplement, ils le font avec des dogmes différents. On parlait même d'une police numérique de l'intelligence artificielle, vous, Jérôme. Non, moi, en fait, combattre les armes avec les mêmes armes. Mais en fait, je viens du principe que si on arrive au niveau autonome de la machine, moi, c'est ce que j'apporte dans mes réflexions dans le prochain livre là, qui va sortir dans quelques semaines, c'est d'apporter un code éthique algorithmique. C'est-à-dire, on va dire, le code et l'éthique. C'est-à-dire que c'est le développeur qui va rédiger sa ligne de code et il va imposer sa propre réglementation finalement, sa propre politique, sa façon de penser. Et la machine, elle est bête et méchante, elle va reproduire ce qu'on lui dit. Et l'idée, c'est de se dire, il faut que l'éthique soit le code. C'est-à-dire qu'il faut intégrer dans le by design, dès le début, la conception, si on veut avoir une chance, et que la machine puisse justement prendre les bonnes informations. Avant de conclure, Jérôme, on va parler de l'outil que le label Adel a conçu d'ailleurs pour aider les entreprises à voir où est-ce qu'ils en sont par rapport à la RGPD. Oui, exactement. En fait, Adel a mis en place un outil parallèlement au label pour répondre aux attentes, notamment des startups en ressources humaines, qui sont inquiètes de l'application du RGPD le 25 mai 2018. Et du coup, pour les aider, on a développé un outil semi-automatisé de diagnostic macroscopique qui permet de voir leur degré d'exposition, savoir s'ils ont beaucoup de traitements sensibles, de données sensibles, et si ces données sont accessibles vers l'extérieur. Ça, c'est important. Et le deuxième degré, c'est le degré plutôt de maturité. Donc, on pose des questions vraiment spécifiques RGPD pour savoir s'ils sont complètement dans les clous ou pas, ou s'il y a des choses à améliorer, et s'ils doivent faire appel finalement à une ressource extérieure de juristes ou de cabinets de conseil pour devenir conforme justement à cette RGPD. Ok, merci beaucoup Jérôme. Jérémy, on souhaite longue vie à cette charte qui doit être signée par des entreprises, c'est ça l'idée ?
La charte va être validée par la CNIL dans les semaines qui viennent, puis entrera en vigueur après auprès d'abord de tous les membres du Lab RH, mais également auprès de tous les professionnels de la fonction RH qui souhaitent y adhérer. Parfait. Merci beaucoup. Très clair. Merci pour vos éclairages, messieurs. C'était passionnant. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir posé ces questions comme ça, un peu pour la gratter. Hein. Mais en tout cas, ça nous permet d'avancer dans la réflexion autour de ces sujets qui sont très importants. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires à nous livrer, à nous poster un petit comment sur le groupe OnRH de LinkedIn et vous pourrez y retrouver toutes les émissions OnRH. On vous remercie de nous avoir suivis et à très vite sur OnRH.